Bonjour à toutes et tous. J'inaugure avec cette vidéo un nouveau format de présentation des vidéos de la chaîne Les Décryptages, euh, en intervenant sur des événements de l'actualité qui appellent des interventions un peu, en quelque sorte, en temps réel. Ce que je vais évoquer est déjà un peu ancien, mais est encore d'actualité. Voilà, le patriarche Kirill, dans le contexte de la guerre imposée, infligée à l'Ukraine par la Russie, s'est exprimé sur ce que sont les enjeux pour lui de la guerre. Et il a évoqué quelque chose qui est tout à fait fondamental par rapport à la notion centrale de liberté en Occident. Il a évoqué la question des sexualités et en gros, son argument consiste à dire que l'Occident provoque de la corruption et qui passe par excellence par la corruption des mœurs. Autrement dit, notre compréhension des différentes orientations sexuelles représente pour lui quelque chose de destructeur de ce qu'il appelle les valeurs traditionnelles. Il y a un rejet fondamental des soi-disant valeurs qui sont proposées aujourd'hui par ceux qui prétendent au pouvoir mondial. Aujourd'hui, il existe un test de loyauté envers ce pouvoir, une sorte de laisser-passer vers ce monde heureux, un monde de consommation excessive, un monde de liberté apparente. Savez-vous ce qu'est ce test ? Le test est très simple et en même temps terrifiant. Il s'agit d'une parade de la Gay Pride. La demande de nombreux pays d'organiser une Gay Pride est un test de loyauté envers ce monde très puissant. Et nous savons que si des personnes ou des pays rejettent ces demandes, ils ne font pas partie de ce monde. Ils en deviennent des étrangers. Il s'agit donc d'imposer par la force le péché qui est condamné par la loi de Dieu. Nous sommes engagés dans une lutte qui n'a pas une signification physique, mais métaphysique. Alors, pourquoi une vidéo là-dessus maintenant ? Parce que il est essentiel que nous contribuions à comprendre, c'est-à-dire à embrasser le conflit pour s'en débarrasser le plus vite possible. Comprendre, hein, c'est prendre quelque chose avec soi. Et donc, il faut que nous soyons capables, nous, du côté de l'Occident, de nous approprier tout ce qui est en train de se passer, et pas seulement sur le plan géopolitique, mais également sur le plan culturel, et sur ce que d'ailleurs le patriarche Kirill appelle une guerre sur un plan métaphysique. Alors, moi je ne prétends pas être Montaigne, mais il est important qu'on se rappelle de certaines leçons de très très grands penseurs, et Montaigne dit qu'il faut se tenir au-dessus de la mêlée en situation de conflit. Montaigne a été un extraordinaire médiateur, négociateur pendant les guerres de religion dont il était contemporain. Moi, je voudrais faire remarquer que se tenir au-dessus de la mêlée demande de reconnaître la mêlée. On ne se tient au-dessus d'une mêlée qu'autant qu'on reconnaît qu'elle est bien là. Et le propos du patriarche Kirill fait partie de la mêlée. Et donc, il faut qu'on se demande, voyons voir, qu'est-ce qu'il veut dire ? Et ce que le patriarche Kirill défend est tout simple. C'est une vie hétérosexuelle féconde et une non-reconnaissance des différentes orientations sexuelles, dont par excellence les homosexualités. Comment est-ce que nous pouvons comprendre ça ? Venons-en d'abord à la liberté que représente l'Occident pendant la première guerre froide, en espérant qu'on ne vienne pas à une deuxième guerre froide. L'Occident représente le monde libre, en face de l'Union soviétique et donc du monde communiste et des mondes communistes. Le monde libre, ben c'est assez bien dit. La notion de liberté, elle est au cœur de la culture occidentale. Et on peut même dire que ce qu'on appelle l'Occident, c'est la culture par excellence de la liberté. Maintenant, il faut être plus précis. La liberté n'est rien si elle n'est acte de libération. La liberté, c'est ce que nous faisons quand nous dépassons la condition. Il n'y a pas de liberté sans condition initiale que l'on dépasse. Et donc, l'Occident, pas donc, en tout cas historiquement, de fait, l'Occident a élaboré cette notion de la liberté, en particulier depuis l'avènement
de ceux qu'on peut appeler les humanistes, il y a à peu près 500 ans, maintenant un peu plus, en Europe, lors de la Renaissance. Et l'idée a été avancée que l'humain, féminin et masculin, en tout cas toute l'humanité, elle est un mouvement de libération par rapport à deux choses, la nature, d'une part, dont nous provenons cependant, hein, et les humains eux-mêmes, quand ils sont oppressifs, quand ils sont dominants, quand ils sont tyranniques, quand ils sont unilatéralement autoritaires au sens de l'autoritarisme, donc de la dictature, du fait qu'on ne peut pas penser par soi-même. Et les humanistes ont voulu libérer les humains et de la nature et des oppressions politiques. Eh bien, c'est ça l'Occident. Et ça, c'est tout à son honneur. Qu'il y ait eu non seulement des ambivalences, mais des catastrophes, des effondrements, tout ce qu'on veut, oui, et ce n'est pas le thème de cette vidéo. En revanche, nous devons nous demander, voyons voir, nous représentons le monde libre, est-ce que du côté de la Russie, il n'y a que des gens aliénés? Et la réponse raisonnable, c'est, mais bien sûr que non. Encore une fois, ce n'est pas le peuple russe qui agresse l'Ukraine. Ce sont l'armée et le gouvernement de la Russie actuelle. Et donc, il faut se demander si le patriarche Kirill a une écoute, parce que s'il se permet ce propos, c'est qu'il est entendu. Qu'est-ce qui est entendu? Qu'est-ce qui pose question? Comment dire? Du point de vue russe, ou disons non occidental dans le sens qu'on est en train de dire maintenant, dans ce que l'Occident demande de liberté et de reconnaissance, en particulier des homosexualités. Quand le patriarche Kirill, au cœur du conflit, de manière fondamentalement dévoyée, accuse l'Occident de corruption et de destruction des valeurs traditionnelles, nous, en voulant embrasser le conflit et nous placer au-dessus de la mêlée, mais à partir d'elle, donc en écoutant bien ce qu'il s'y dit, nous avons tout intérêt à prendre au sérieux ce que dit le patriarche Kirill. Non pas pour argent comptant, parce que lui ne parle que pour alimenter la guerre et en tout cas pour légitimer l'agression russe en Ukraine. Mais nous pouvons nous demander, voyons voir, quand il problématise une tension entre Orient, le monde russe, et Occident, il est vrai que nous sommes le monde qui revendique la liberté. Nous sommes le monde libre. Et nous sommes le monde qui veut la libération. Et nous sommes le monde qui veut la libération par rapport à tout donné naturel, guillemets, qui conditionnerait, limiterait, emprisonnerait notre liberté. De ce point de vue-là, nous soutenons les féminismes, les études de genre, les mouvements LGBTQIA+, etc., etc. Donc, nous sommes pour une défense de la liberté. Et ceci, on peut ajouter d'ailleurs, dans le contexte politique du gouvernement de Poutine, nous sommes pour l'état de droit, où on reconnaît chaque personne dans son irréductible individualité, dans sa dignité et dans le respect qu'on lui doit. Ça, c'est l'Occident. Mais du coup, en contrepoint, étonnamment et de manière désagréable, inconfortable, le propos du patriarche Kirill, en un certain sens, représente ce contre quoi luttent les mouvements LGBTQIA+, ce contre quoi luttent les féminismes, c'est-à-dire la domination archaïque mâle. Et la domination archaïque mâle, elle peut être entendue comme adossée à quelque chose qui, actuellement, est dévoyé, bien sûr, exagéré, radicalisé, dramatique, mais qui a peut-être du sens au sens où ça pose une question, c'est l'adossement à une idée qui consiste à dire il y a bien une nature, des relations hétérosexuelles et le sens d'une hétérosexualité qui est véhiculé par ce que le patriarche Kirill appelle des valeurs traditionnelles. Si on réfléchit en se tenant au-dessus de la mêlée, mais à partir de la mêlée, nous ne pouvons pas ne pas reconnaître que cette réflexion que provoque de manière tout à fait conflictuelle, délibérément belliqueuse, le patriarche Kirill, c'est une réflexion que nous avons en propre à même nous-mêmes. Quand en Occident, nous sommes amenés à réfléchir en termes d'éthique sur le sens de ce que nous faisons,
nous posons cette question d'une façon, on pourrait dire, pacifique, sur le fond du droit. Et cette question ne reçoit pas de réponse sans réflexion. Il n'y a pas de réponse évidente. Ce qu'il y a d'évident, c'est notre souhait de la liberté. Ce qui n'est pas facile à délibérer, c'est jusqu'où, dans quelles conditions, avec quelles précautions. Et donc, nous devons prendre en charge une réflexion à la fois sur la liberté et le désir de libérer les orientations sexuelles tous azimuts, et en même temps de réfléchir à cet adossement où nous sommes, que nous le voulions ou non, à quelque chose qui s'appelle la nature. Il y a des extrêmes en Occident. L'Occident, malheureusement, partage avec d'autres cultures contemporaines, actuelles, mais dont ce n'est pas l'essentiel en quelque sorte. Nous partageons d'être extrémistes en quelque sorte. Je précise ce que je veux dire quand je dis que ce n'est pas l'essentiel. Les terrorismes musulmans n'ont pas le monopole de la violence et de l'extrémisme, n'ont pas le monopole de la radicalisation, et tous les humains sont capables d'être extrêmes. Je ferme la parenthèse. Qu'est-ce qui est extrême en Occident? C'est quand nous entendons des représentants par excellence de la culture occidentale et des sciences et des techniques occidentales, les tenants du transhumanisme, dire que nous sommes au bord de l'immortalité. Et ça, nous savons très bien que ce n'est pas le cas. Et ça ne fait aucun sens. Et quand nous y croyons, nous sommes dupes de quelque chose de très problématique. Ça, c'est une des façons d'être extrême en Occident. Deuxième façon de l'être, c'est d'imaginer que nos corps sont infiniment malléables. Et que nos corps soient infiniment malléables et tout à fait, superposables à la revendication de liberté sexuelle et d'orientation sexuelle totale. Ça veut dire que nous rêvons que nous pouvons faire de nos corps absolument ce que nous voulons. Deux questions se posent ici. Nous voulons. On peut se demander, mais c'est qui nous? Parce que la question de savoir où est la volonté qui veut changer totalement son corps se pose. Est-ce que notre volonté est malgré tout dans le corps, logée dans le cerveau, dans l'hypophyse, dans ce qu'on voudra? Ou alors est-ce qu'elle est transcendante au corps? Auquel cas, nous pourrions croire à l'immortalité de l'âme qui nous précède et qui suivra notre mort. Et ça devient très, très étonnamment ancien comme pensée, alors qu'on est dans un monde moderne, très, très moderne. Donc, la question, voilà, de savoir quel sens a l'idée d'un corps infiniment malléable se pose, et quand maintenant l'idée de changer de sexe, qui est cruciale pour certaines personnes qui souffrent vraiment, il y a des personnes qui souffrent vraiment de ne pas être qui elles sentent être. Donc je parle évidemment ici du désir de changer de sexe, donc des transsexuels. Il y a bien des personnes qui souffrent vraiment de cette profonde douleur d'identité. Mais cela devient un effet de mode. Et ça n'est pas nécessairement bon pour les toutes jeunes générations qui arrivent. Parce que les toutes jeunes générations peuvent très bien avoir le sentiment que, alors tel ou tel enfant, mais je ne suis pas dans le sexe que je suis. Mais comment le sait-on à la préadolescence, avant d'être adolescent? Il n'est pas sûr qu'on le sache. Et en psychologie, on a assez avancé et travaillé pour savoir que l'adolescence est une crise, un adolescent, une adolescente passe par un questionnement fondamental de son identité. Et si on admet que des enfants préadolescents peuvent légitimement vouloir changer de sexe alors qu'ils n'ont pas encore vécu leur adolescence, là, ce qui est engagé, ce n'est pas la revendication des enfants, c'est la responsabilité des parents et du monde adulte. Et donc, ce n'est pas si simple de vouloir mettre à l'œuvre une liberté qui soit totale. D'une part, en rêvant à une immortalité dont malheureusement tous les jours nous montrent que c'est absolument faux. D'autre part, en accordant aux tout jeunes enfants, pas même encore adolescents, une forme de souveraineté de réflexion. On peut supposer que là, c'est que les adultes abdiquent leurs responsabilités.
notre responsabilité pour contribuer à l'apaisement de la tension actuellement qui s'exprime par une véritable guerre, malheureusement, en Ukraine, c'est d'intégrer ces deux manières d'être au monde explicitement à même nous-mêmes, que nous creusions ce que veut dire que nous voulons à la fois la libération et à la fois la reconnaissance avec son monde qui vient avec, d'une forme de nature des choses. Les deux sont vrais. Nous nous libérons de la nature, et donc le mot-clé fondamental, c'est liberté, et nous en reconnaissons aussi certaines lois. Et on ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas de lois naturelles qui font que nous sommes vivants, tout simplement. Et donc, il y a une idée de législation, qu'elle soit naturelle ou qu'elle soit calquée par les humains sur la nature. Et donc, la liberté et la loi vont ensemble, elles sont inséparables. Et c'est ça qui fait notre humaine responsabilité. Eh bien, il est de notre devoir, de notre mission en Occident, qui bénéficions de cette culture approfondie au cours des siècles. Tout le monde entier en bénéficie. Et nous avons été cependant encore plus les facteurs de cette réflexion sur la liberté. Nous devons de réfléchir à l'équilibre, à l'harmonie entre libération et loi, en un certain sens, pour signaler l'importance de cette question, au-delà de toute idéologie. On ne peut pas ne pas prendre au sérieux la crise du climat. C'est-à-dire que notre monde met en question la nature au point de potentiellement l'endommager. Alors on pourrait dire on s'en fiche, mais au point de nous endommager, nous, humanité, en retour. Et donc on doit réfléchir extrêmement attentivement à ce qui se joue en termes de questions de sens dans ce que nous voulons par rapport à la libération et dans ce que nous devons reconnaître par rapport à un sol dont nous venons et sur lequel nous sommes encore posés. Voilà le genre d'enjeu qui dépasse les conflits, en tout cas le conflit russo-ukrainien, à partir de quoi il nous faut réfléchir et en quelque sorte, bien évidemment, on ne peut qu'être en désaccord fondamental avec le patriarche Kirill. Mais on ne peut pas ne pas dire, comme le disait le très grand philosophe Éric Weil, qu'il y a dans la formulation du patriarche Kirill la vérité d'un problème. Il y a un problème que nous devons prendre en charge, c'est notre responsabilité, et si nous voulons, contribuer à la pacification, à embrasser le conflit et à le dépasser, et à prendre en charge des questions comme celles qu'impose la crise du climat, nous devons prêter l'oreille très attentivement à ce qui se dit pendant le conflit. Merci de votre attention, bonne réflexion à vous, en espérant donner du matériel utile.